2007, est-ce que ça te dit quelque chose? Si tu fais partie de la majorité de cette chaîne, ou si simplement t'es comme moi, t'avais 16-17 ans selon ton mois de naissance. Oui, parce que je suis né en décembre et je peux t'assurer que c'est relou. À cet âge-là, t'es au lycée, t'as un Sony Ericsson Walkman dans la poche et tu peux enfin arrêter de payer pour des sonneries parce que tu as tes MP3 à l'intérieur de ton téléphone. Et ça, c'était fou! Il y a aussi MSN qui malheureusement vit ses dernières heures de gloire parce que Facebook va débarquer l'année suivante en France, et il y a aussi ton Skyblog qui vient probablement de dépasser les 100 commentaires. À la radio, ce qui passe en boucle, c'est Fatal Bazooka. Sur ta console, t'es en train de poncer Guitar Hero 2. À la télé, c'est Michael Scofield qui a la cote. Mais pourtant, au milieu de tout ça, au ciné, il y avait une bombe qui allait littéralement exploser nos cerveaux et plein d'autres choses par la même occasion. Je veux parler bien sûr de Transformers. Un film avec des robots géants, des explosions de partout, des ralentis, des reflets bleus à l'écran tellement connus qu'aujourd'hui c'est devenu la mode, mais surtout une fucking Camaro jaune qui parle. Mais ça, pour être honnête, c'est sur le papier, c'est ce que tu devais dire à tes parents quand tu voulais aller voir le film. Mais maintenant, le temps a passé, il y a prescription, et faut en parler. On sait que 99% d'entre nous, les voitures, c'était pas spécialement la priorité du moment. Sauf peut-être pour cette scène où elle a été plus qu'utile. It squirts the fuel in so you can go faster. Oh. I like to go fast. It looks like your distributor cap's a little... Oui, je sais. Pas besoin de te rappeler ce souvenir, tu l'as encore en tête, non? Mais au-delà de ça, Transformers, c'était pas juste un film d'action, c'est le film qui a littéralement piraté nos cerveaux d'ados et qui a activé tous les bons leviers pour nous laisser aucune chance de rater une séance de ciné. Des voitures stylées, des robots qui nous ont fait rêver gamins, de l'humour débile, mais qu'on aime parce que bon oui, à ce moment-là, on est bon public, c'est clair, mais qui nous a apporté aussi, et c'est peut-être le plus important, le fantasme de n'importe quel lycéen en pleine puberté. Et donc je pense que tu l'as compris, aujourd'hui on va revenir sur ce plan diabolique que la Paramount nous avait préparé. Parce que Transformers, c'était une stratégie de guerre marketing. Et franchement, quand on regarde tout ça, c'était presque trop bien joué. Et donc avant de foutre des explosions partout au ciné, Transformers, pour ceux qui le savent pas, ou qui l'ont oublié, oui, la vieillesse, tout ça... Putain, ils nous respectent pas, y a rien à faire, hein. C'est un jouet de la marque Hasbro. Et pas n'importe lequel. C'est des robots qui pouvaient se transformer en véhicules de toutes sortes, et à l'époque, donc on parle du milieu des années 80, ça, c'était une révolution. Bon, en vrai, l'idée, elle vient du Japon, avec la gamme Diaclone de chez Takara. C'est peut-être bien japonais. Avec le même concept de robot véhicule, mais comme Hasbro a vu que ça marchait bien, ils ont racheté le concept. Et côté américain oblige, ils vont coller des noms épiques à leurs personnages. Optimus Prime, Megatron, Bumblebee, et ils savent en plus de ça que le marketing, ça marche bien avec les enfants. Et le mieux pour avoir le maximum d'impact, c'est aussi d'en faire un dessin animé avec tout ce qui fonctionne. De la baston, des histoires simples, un soupçon de morale pour plaire aux parents et un générique qui va te rester coincé dans la tête pendant à peu près 20 ans. Et ça va cartonner, les gamins ils veulent tous leurs figurines pour faire et refaire leurs propres histoires. Parce que oui, à cette époque, on arrivait encore à imaginer des trucs de fou juste avec 3 figurines et un pote avec nous. Pour continuer dans la lancée, on va voir également arriver un premier film d'animation qui aura de plutôt bonnes critiques, qui est basé plus ou moins sur le dessin animé. Mais comme pour beaucoup de choses, au fur et à mesure des années, ils vont galérer à se renouveler. Et la plupart de leurs choix, ils seront, comme d'habitude, critiqués par les fans. Et ça nous amène début 2000 où, on va pas se mentir, c'est plus vraiment la vibe, les robots. Transformers, c'est devenu un souvenir un petit peu poussiéreux, tu vois, un petit peu comme quand tu repenses à Albator, les Chevaliers du Zodiac, etc. Je critique pas, mais ça a vieilli quoi. Et c'est à ce moment-là où Hasbro, ils vont croire en l'âme des cartes et nous en sortir une digne du dragon blanc aux yeux bleus pour relancer tout ça. Avec ce concept simple, et si, après tout ce temps, on revenait au ciné. Mais attention, pas avec un budget de téléfilm, non. Les trucs cheap, c'est fini. Ils vont sortir l'artillerie lourde et prendre ce qu'il y a de mieux pour ça. Le but, il est clair, rebooter la franchise pour la rendre bankable en 2007.
quand Hasbro décide de relancer Transformers. Ils savent que ça va pas juste être une histoire de nostalgie, parce qu'on a un espèce de gap de génération qui s'est produit à ce moment-là. Et c'est le même principe que Star Wars qui va jouer. Un truc que les parents ont connu, et donc ils vont vouloir aller le voir avec leurs gamins pour leur faire connaître à leur tour. Le problème, c'est qu'ils vont devoir être assez astucieux pour que ça plaise aussi aux enfants. Mais bon, objectivement, pour un petit garçon à cette époque, oui, clairement la cible. Des robots, des voitures, des avions... Bah ouf, est-ce qu'il y a un moment où c'est possible qu'il se trompe? Bof, non. Alors, c'était sûr que c'était bon. Mais pour maximiser ton impact, il faut aussi arriver à renouveler la cible, pour au final n'oublier personne. Le but, c'est d'essayer de faire plaisir au maximum de monde, mais si en bonus, grâce à cette stratégie, ils pouvaient créer une vraie machine à cash, je pense que c'est pas plus mal non plus, hein. Vraiment, le but, c'est d'arriver à créer un film capable de parler à une toute nouvelle génération et de leur vendre par la suite des tonnes de jouets derrière. Mais ça, on y reviendra parce que avant même de voir un petit peu l'impact de cette stratégie, faut d'abord que le projet naisse. Et pour ça, ils vont pas prendre n'importe qui. Hasbro, ils appellent Steven Spielberg à la prod, le gars qui a fait rêver des millions de gamins avec E.T. et Jurassic Park, et je pense que ça a dû leur effleurer l'esprit que le marketing des enfants, c'était dans ses cordes. Et pour la réalisation, c'est Michael Bay qui va s'y coller. Le roi de l'explosion, des lumières bleues à l'écran, les ralentis, etc. Faut savoir qu'à cette période, quand ce monsieur décide de prendre un projet, on sait qu'il va ramener les gens dans le ciné. En 10 ans, il a quand même réalisé Armageddon, Pearl Harbor, Bad Boys 2, The Island. Qu'on adore ou qu'on déteste, son style, il est devenu reconnaissable, et ça, bah, surtout dans la technique ciné, avec le fameux style Orange and Teal, mais là ça devient un petit peu pointu. Si jamais tu veux en savoir plus, je t'invite à faire quelques petites recherches. En gros, c'est stylé, c'est saturé, l'image elle bouge tout le temps et c'est totalement assumé. Tu sais pas ce que t'as vu, mais t'en as pris plein la gueule, et s'il reste 2-3 $ dans le budget, c'est pas grave, on va bien trouver quelque chose à faire exploser. Et donc la dernière étape, c'est de savoir comment vraiment plaire à tout le monde. On sait que les parents, eux, c'est la nostalgie de leur enfance et la volonté de le faire découvrir à leurs enfants. Pour les gamins de ces gens-là, c'est les jouets et l'envie de vivre ce qui se passe dans les films avec leur propre imagination. Mais pour ceux qui sont un peu plus vieux, les ados, eh ben on va jouer sur ce qui marche le mieux aussi à cette période de leur vie. Les hormones. Encore. Et donc pour ça, il faut une première chose, un perso principal qui va vivre des trucs de fou. Mais pour qu'on puisse s'identifier, faut qu'il colle à la population moyenne américaine du moment, et en évitant de tomber dans les clichés. Et là on arrive avec un lycéen un peu geek, qui galère avec les filles, qui kiffe les bagnoles mais qui a pas assez d'argent pour s'en payer une qui fasse rêver, c'est pas le plus musclé du lycée, c'est pas le plus intelligent, bref, c'est un gars normal. Et forcément, le casting, bah, il est fait pour taper dans cette direction. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça fait mouche. On voit débarquer Shia LaBeouf. C'est pas un héros, il fait pas 1m90, il est pas ultra musclé, il est pas ultra beau, c'est juste un acteur qui peut jouer l'ado lambda. Faut savoir que être acteur principal, bah, c'est quand même énormément de pression. Et lui, bah, ça va pas le déranger parce qu'il a déjà tourné dans pas mal de choses et ce sera juste le moment de venir sur le devant de la scène. Et donc quand on y réfléchit, Shia LaBeouf, bah, c'est nous, l'ado de base. Et la majorité des spectateurs pourraient s'identifier à cet acteur-là. Mais maintenant, il restait une petite chose importante, faire monter le taux d'hormones de tout ça. Et c'est là qu'est venue une certaine Megan Fox. Talked about how hot Michaela was gonna be. We talked about finding literally the most gorgeous 18-year-old there is out there, which I think we did. I think we did. Et là, les amis, ce qu'on peut dire, c'est que c'est plus qu'un rôle, c'est une apparition divine pour n'importe quel geek ado. Si tu fais le topo, celui qui me dit qu'elle est moche, hein, voilà, il est chelou, hein. Mais ça s'arrête pas juste à sa plastique. Son perso, elle bricole, elle aime les voitures, les moteurs, elle descend d'un pick-up au ralenti avec limite la transpiration qui est contrôlée. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'elle s'intéresse aux gars normaux. Et on va pas se mentir, à ce moment-là, Megan Fox, bah, on la connaît pas beaucoup. Elle a déjà tourné dans des petites séries, elle a fait des apparitions, comme par exemple la série teen Ce que j'aime chez toi. Ah, KD2A. Quel souvenir ça aussi. Mais niveau ciné, il n'y a pas grand chose. Ah si, si. Elle a quand même été figurante dans Bad Boys 2, dans la scène de la boîte de nuit où elle fait la go-go danseuse sous l'eau. Voilà. Seul problème, elle avait 16 ans. Je vous laisse avec cette info. Est-ce que pour autant Michael Bay, il aurait eu des petits souvenirs lors du casting? We interviewed a lot of different
young women for this. And Megan, I don't know, I just liked her look. I liked that no one really knew about her. I think Shia helped her out. I think that energy between them, I think it kind of worked. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle a été castée pour un but très précis, incarner le fantasme absolu du public cible. And the other thing he asked me, he goes, "Do you have a nice stomach?" And I said, "Well, in my opinion, yes, I do." So I figured I'm going to be running, hopefully not naked, but I'll be running in a belly shirt, maybe. Et devine quoi? Ben ça a marché. Faut savoir qu'à cette époque au cinéma, il y avait deux écoles qui s'affrontaient. Ceux du tout numérique, tout nouveau, avec 100% d'effets sur fond vert, etc. Et ceux qui voulaient encore du réalisme en utilisant les deux techniques pour ne pas avoir des effets qui deviendraient bien dégueulasses avec le temps. Et petite question, tu penses que Michael Bay, il est de quelle école? Bon bah spoiler, lui, il aime les explosions, mais pas qu'à l'écran. En vrai aussi. Il veut de la vraie tôle, des boum boum, du feu et, si possible, des militaires au milieu. Et des vrais. Oui, parce qu'il a carrément bossé avec le Pentagone pour avoir accès à certains matériels. A big part of that is to use military people to play military people. Extras that we used from Holloman Air Base were off duty and they were paid extras salaries. And the United States Air Force and Marines and Army, everybody. Et si en option, au milieu de tout ça, il peut montrer qu'il est bien patriote dans l'âme, oui, je pense qu'on l'a compris dans la majorité de ses films. Le tournage, soyons clairs, c'est pas un plateau, non, c'est un champ de bataille. Tout doit péter. Vraiment, littéralement, à ce point-là. Et chaque scène est pensée pour qu'on en prenne plein la gueule, même si tu piges rien à ce qui se passe. De toute façon, tu t'en fous, t'es devenu aveugle. Mais passé ce petit détail, il y a quand même un choix dans Transformers qui a tout changé. Et on peut pas passer sous silence Bumblebee. Tu sais, la petite voiture jaune mignonne qui parle avec la radio et qui permet de draguer quand t'es en position difficile avec une fille. Cette voiture qui fait autant fantasmer que le prix du malus écologique si tu la fais importer en France. Mais pourtant, à la base, on était bien loin de la Camaro, hein, parce que dans la série originale, Bumblebee, c'est le petit frère des autres Autobots. Il fait l'adolescent, il fait plein de conneries, etc. Mais surtout, c'est en fait une Volkswagen coccinelle. Mais quand est venu le temps... Pas des cathédrales, mais de faire le film, Michael Bay a dit officiellement non à la coccinelle parce que ça rappellerait, selon lui, trop Herbie, la voiture du film Un amour de coccinelle. But it was not really an option for Michael because it wasn't badass enough. I just was never going to use the Volkswagen Bug for Bumblebee. It just wasn't going to be in my cars. It just reminded me of Herbie the Love Bug. But we do make nod to it in the movie because if you notice on the parking lot, the Camaro is actually parked next to a Bug. This is a classic engine right here. Mais comme il y a toujours une partie dans l'ombre, il y a surtout que Volkswagen, il voulait pas être associé à un film de guerre ou avec l'armée visible dedans. Leur image, elle était pas du tout dans ce mood, et en particulier avec ce modèle de la voiture. Et comme la prod a dû se retourner, quitte à de toute façon ne pas coller au dessin animé et se faire critiquer, parce que de toute façon, pas le choix. As long as he's yellow, let's find some cues that will harken back to what people remember. But let's not have that be as far as you can go. Autant assumer à fond le côté américain, non? Et quoi de mieux que ça? Enfin non. Ça, c'est Chevrolet qui débarque avec une Camaro concept encore jamais vue sur les routes. Et c'est comme ça que Bumblebee devient l'ambassadeur muscle car version 2000 par excellence. Petite anecdote complémentaire à ce que je viens de dire, la Chevrolet Camaro, elle sortira en concession qu'en 2009. Mais elle est déjà présente sur le tournage du film Transformers dès 2007. There were only 2 Camaros that were hand-built by GM. To fix that car is a big deal. If you smash a fender, you just don't get another Bumblebee fender because there aren't any. Alors oui, tu vas me dire qu'au début de l'épisode, la voiture c'est une Camaro jaune et noire de 1976. Mais par la suite, pour Chevrolet, quoi de mieux pour faire monter la hype qu'une voiture en avant-première qu'on intègre dans un film. Et c'est vrai que Chevrolet va pouvoir dire merci. Et genre très fort quoi. Pour en revenir vite fait, car t'as vu qu'on se focus sur le premier épisode, Bumblebee reviendra finalement une coccinelle, mais dans le spin-off Bumblebee, qui lui sera réalisé par Travis Knight en 2018. Comme ça on a remis l'église au milieu du village, ou plutôt la coccinelle au milieu du garage. Mais bref, Michael Bay, il veut que chaque plan avec la Camaro, il soit aussi sexy que ceux avec Megan Fox. On doit sentir que cette voiture, elle est vivante, comme si on pouvait voir les pistons bouger comme nous on respirait. Et si tu analyses le film, c'est pour ça qu'on retrouve pas mal de plans qui sont normalement utilisés pour montrer un personnage, des gros plans, des axes, etc., qui en fait
monte la voiture. Encore une fois, autant que je me concentre sur le premier épisode, je me concentre ici sur le personnage principal qui est cette fameuse voiture jaune. Mais il y a eu bien sûr plein d'autres modèles dans le film et dans les suivants. Et ça me fait penser à une deuxième question. Toi au final, est-ce que t'es à fond sur Bumblebee ou t'as d'autres modèles en tête? N'hésite pas à le dire en commentaire. Comme ça, si t'as envie d'en savoir plus, bah je sais pas, on n'est pas à l'abri d'une deuxième vidéo. Moi je dis ça comme ça, tu me connais. Bon, oublie pas de t'abonner parce que sinon t'auras pas la notif et c'est con, mais voilà. Bref, à côté de cette partie mécanique, il y a aussi la partie non négligeable du fantasme d'ado, incarné donc par Megan Fox. Clairement, toutes les mimiques, elles sont là pour nous faire plaisir aux hormones. Faut imaginer que ces plans, c'est un mix entre une pub Axe, Victoria's Secret et Fast and Furious. Chaque plan où elle apparaît, la caméra descend, tourne, fait un petit effet en contre-plongée avec une bonne lumière. Je pense que chaque partie de son corps, même ses cheveux, ont le droit à leur moment de gloire. Autre petite anecdote dans la production, t'es pas sans savoir que des plans au cinéma, les faire, ça coûte cher. Et Michael Bay, pour faire quelques petites économies, il adore utiliser des plans de ses autres films pour éviter de devoir les retourner. Et donc par exemple dans ce Transformers là, on a un plan de porte-avions qu'on a déjà vu dans Pearl Harbor. Et si voilà, je triche un peu, mais on avance dans le Transformers 3. C'est carrément une partie de la scène de l'autoroute qui a été filmée à la base dans The Island, qui a été réutilisée et où on a ajouté des robots pour se coller au film. C'est quand même pas mal intelligent quand tu gardes tes rushs d'origine. Avec tout ça, tu t'en doutes, quand Transformers sort en 2007, c'est un carton monumental. Le film, il va exploser le box-office. Faut savoir qu'il avait un budget de 150 millions de dollars et il a fait plus de 700 millions de dollars de recettes. Il va recevoir des critiques plutôt positives pour un film de ce genre. Bon, ça n'empêchera pas Jon Voight d'être nommé pour le pire second rôle au Razzie Award, mais ça c'est le jeu comme à chaque fois. Chevrolet de leur côté, ils commencent à voir les billets en ligne de mire pour la sortie de leur voiture. Hasbro, carrément, ils peuvent se torcher avec des billets, il n'y a aucun souci, parce que du jour au lendemain, les gamins, ils veulent tous leur jouer. Les ados, eux, ils veulent Megan Fox. Et les darons, eux, bah, c'est un petit peu les deux. Ils veulent Megan Fox, les jouets et la Camaro. Voilà. Le problème, c'est que dans leur tête, ils veulent être Shia LaBeouf, mais à la fin, ils se retrouvent à être le daron obèse du film. Il y a juste un petit problème d'identification. C'est tout. Et forcément, ce qui devait arriver arriva. T'as une espèce d'effet boule de neige. Les jouets, ils se vendent par palette, les partenariats aussi d'ailleurs, bon, avec plus ou moins de réussite, surtout quand t'as envie de copier Lego. Il y a un jeu vidéo officiel Transformers qui sort dans la foulée, et comme d'hab, tout l'argent a été pour l'achat de la licence et pas pour le développement du jeu, mais bon, il a le mérite d'exister. Et la Camaro va devenir la voiture la plus fantasmée par des gens qui n'ont au final même pas le code de la route. Mais c'est plus un secret ça non plus, à Hollywood, comme d'hab, bah, ils ont le nez fin, ça sent le filon à traire comme à leur habitude. Et Michael Bay va pas se faire prier pour ça. Et il se pose la question la plus simple, est-ce qu'on pourrait pas faire encore plus de thunes avec la même sauce? La réponse, elle est simple. Et ça va durer un moment comme ça. Mais je pense qu'on en parlera surtout dans un autre épisode parce que malgré tout ça, c'est surtout le premier Transformers qui reste dans nos têtes. Pas pour le scénario, parce que je suis sûr que pour la majorité d'entre nous, on s'en souvient même pas. Pas pour les répliques, à part peut-être le fameux « Mon nom est Optimus Prime. Nous sommes des organismes robotiques autonomes de la planète Cybertron. » Mais ce qui reste bien ancré en nous, c'est l'effet que ce film a eu quand on a eu 15 ans en fait. Parce qu'au fond, Transformers, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un souvenir d'un mélange d'hormones, de tôle froissée, de popcorn et surtout de Megan Fox au ralenti. Ouais, on l'oublie pas ça. Mais au-dessus de tout ça, on a un film qui a su rassembler plusieurs générations dans une même salle. Et ça, c'est fort. Et c'est pour ça que souvent on a envie de le revoir comme un espèce de plaisir coupable qui nous rappelle à chacun peut-être un moment de notre vie qu'on a vécu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a rappelé plein de souvenirs parce que moi en tout cas j'ai bien kiffé l'affaire et maintenant j'ai plein d'images dans la tête. J'espère aussi que ce style vous plaît, mais comme vous êtes de plus en plus à rejoindre la chaîne, je me dis que why not continuer. N'hésitez pas également si vous n'êtes pas abonné à le faire parce que ça rend énormément service. Et puis vous avez bien vu qu'ici on est là dans la bonne humeur. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et si vous voulez des lives, il y a Twitch, voilà, un petit coup de temps en temps, si vous avez envie qu'on parle ensemble. Et puis, moi, je crois que je retourne écrire la prochaine. Allez, ciao les gars.